Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. L'armée israélienne reste prête à déchaîner le même déluge de feu sur sa partie sud. Des tracts largués sur la ville de Khan Younes ont appelé la population à l'évacuer. Mais pour aller où? Les 2 tiers des 2,3 millions de Gazaouis ont déjà dû fuir vers cette zone, où ils sont désormais bloqués. Des images ont montré des civils abattus comme du gibier par l'armée israélienne alors qu'ils tentaient de fuir les combats. En laissant faire Israël, les dirigeants occidentaux sont complices de cette tuerie de masse. Car de Biden à Macron en passant par l'ONU, tous ont soutenu et continuent de soutenir le droit d'Israël à se défendre. Je cite. Aujourd'hui, ce droit passe par une politique de terreur à l'encontre de la population de Gaza. Mais au-delà, elle vise également tous les peuples de la région en leur montrant ce qui pourrait les attendre s'ils voulaient remettre en question la tutelle de l'impérialisme. Biden, de son côté, parle d'une solution à 2 États qui serait le seul moyen d'assurer la sécurité à long terme du peuple israélien et du peuple palestinien et fait de grandes déclarations sur la façon dont on pourrait parvenir à la paix. Mais cette paix qu'il évoque maintenant serait la paix des cimetières, une fois que tout sera rasé et que des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants auront été tués. Car quel que soit leur discours, les dirigeants américains soutiennent la politique jusqu'au boutiste de Netanyahou et ils le font par des actes en finançant l'État d'Israël et en lui donnant les moyens de s'armer. Et en ce qui concerne le Hamas, la révolte des opprimés, ce n'est pas son combat. Avec cette nouvelle guerre et la volonté affichée d'Israël d'éradiquer le Hamas, ce parti, qui est une branche palestinienne des frères musulmans, a réussi à redorer un blason terni après 17 ans à la tête de la bande de Gaza. Le Hamas, il est à la tête d'un mini-État, avec son administration, ses impôts, son appareil militaire et de répression. Pour qu'il puisse payer ses fonctionnaires et jouer son rôle de maintien de l'ordre, des fonds le financent depuis le Qatar et l'Iran. Si Israël et les puissances impérialistes ont toujours présenté le Hamas comme l'ennemi à battre, en coulisses, elles n'ont jamais cessé d'entretenir des relations directes ou indirectes avec lui. Les dirigeants du Hamas ont la haute main sur l'économie de l'enclave et taxent fortement toutes les activités, jusqu'aux cautions de sortie de prison suite à des arrestations souvent arbitraires. Beaucoup critiquent la corruption de ces cadres, qui eux, bien à l'abri au Qatar, ne semblent pas souffrir des pénuries d'électricité. Depuis près de 20 ans, l'état de guerre permanent entre Israël et Gaza a permis au Hamas d'asseoir son pouvoir et de faire taire toute contestation. La politique du Hamas ne sert pas les intérêts des masses opprimées de la région. La population de Gaza paye le prix fort de ces manœuvres cyniques et le 30 juillet dernier, des milliers de manifestants palestiniens ont manifesté dans les rues pour scander des slogans contre le Hamas qui est, selon eux, responsable des coupures d'électricité chroniques et des conditions de vie difficiles. Alors le massacre du 7 octobre a conduit au bain de sang qui a coûté la vie à des milliers de civils. Il est évident que les dirigeants du Hamas savaient qu'Israël riposterait violemment et mènerait cette guerre qui a transformé Gaza en champ de ruines. La posture guerrière du Hamas et son radicalisme de façade visent à s'affirmer comme le représentant exclusif des Palestiniens et à s'imposer comme seul interlocuteur auprès des grandes puissances et aussi d'Israël, quel que soit le prix payé par la population. Seule la révolte des masses opprimées pourra ouvrir un avenir si elle cherche à renverser l'ordre impérialiste qui, en utilisant tous les clivages religieux, nationaux et politiques, entraîne les peuples dans la barbarie et dans des conflits sans fin. Tu vas parler? Je t'éclaire. Je vais commencer par remercier. Excusez-moi. Je vais commencer par remercier tout le monde pour l'engagement altruiste.
Et voilà. N'ayant pour toute arme que nos slogans et nos convictions, nous voulons chaque samedi dénoncer les crimes, l'oppression et l'occupation d'un peuple sans défense, auquel on renie le droit à l'autodétermination, le droit à la liberté, voire le droit à exister. À Gaza, un peu plus de 2 millions d'habitants vivent sur 365 km², avec une densité inégalée, 5750 habitants au kilomètre carré. On sait tous les affres de toutes les occupations, mais celles que vivent les Palestiniens sont les pires de toutes. Peu d'êtres humains les auraient acceptées. Cette occupation implacable qui dure depuis plus de 75 ans, avec son lot de destruction de maisons, d'arrachage d'arbres, d'agressions par les colons, j'en passe et des pires, c'est ajouter une guerre, que dire, plutôt une campagne d'éradication de tout un peuple. Allant du fœtus dans le ventre de sa mère, au bébé qui vient de naître, au vieillard qui est à l'hiver de sa vie. En un mois, Israël a largué autant de bombes que ce que l'a reçu a jeté sur l'Ukraine en un an, ce qui ne laisse aucun doute quant à l'objectif d'Israël, anéantir tout le peuple. Savez-vous qu'Israël est le seul État dont les superficies augmentent chaque année, au détriment des Palestiniens que les colons chassent de leurs terres et dont Israël renie le droit à la justice? J'étais prêt de ne pas parler des atrocités, des abominations, des horreurs, des souffrances qu'endurent les Gazaouis, car vous les connaissez tous, puisque vous êtes ici présents et présents. J'ai écrit un poème, mais je ne sais pas si je peux le lire. Ben oui, oui. Donne-moi. Oui, lis-le. Ah, il est là. Dis-moi, enfant gazaoui, pourquoi ton rire est figé? Depuis que l'éclair, malgré le ciel bleu de Palestine, a zébré l'avenir de ton pays et de partout assiégé, dis-moi, est-ce que c'est toi que le monde libre assassine? Pourquoi ce silence? Pour qui ce flottant d'un seul? Tu ne lèves même pas la tête vers le ciel pour voir ces avions. Quoi, tu préfères rester seul? Tu regardes pousser tes blanches et frêles ailes. Pourquoi perds-tu ton sang qui abreuve le sable? Pourquoi ce cri dans le désert du silence? Pour nous, tu es un ange, pour eux, tu es le diable. Et ton sang de l'horreur évoque la semence. Oui, évoque la sémence. Te voilà, partant pour l'ailleurs sans adresse, avec le querelle de celui à qui la vie refuse, le rêve, l'avenir libre, la douce caresse, pendant que la mort désole dans son écluse. De ta bouche fine s'envolent des mots et des mots, semblables à des colombes sans voix et sans ailes, martyr à jamais pétrifié sur l'unique ormeau, calcinique sera ta tombe, ta triste stèle. Dors, dors, dans la douleur tu es venu, en elle tu pars, ta mère ne te pleurera plus, elle est morte, elle a reçu un éclat dans le cœur avant ton départ, elle t'attendait, alors qu'elle t'attendait sur le seuil de la porte. C'est triste. C'est triste. Ouais. Tu veux que je t'éclaire? Je sais pas. Bonsoir à tous. Je voulais d'abord vous parler de quelque chose que je viens d'apprendre, c'est qu'il n'y a pas seulement les pays occidentaux qui soutiennent Israël, mais il y a aussi les médias. Et hier, un des journalistes de TV5 Monde a interpellé un militaire de Gaza, ou plutôt un gradé de Gaza, et lui a demandé ce qu'il pensait des bombardements et si ça n'avait pas à voir avec ce qu'avait fait le Hamas. Le militaire s'est mis en colère, il était furieux, et il lui a dit qu'il fallait qu'il dénie ses propos. Donc c'est monté un peu dans les tours. Et ce matin, le journaliste Mohamed Karsi a été licencié par TV5 Monde. Donc je veux dire que c'est grave ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'on nous interdit finalement de manifester un quelconque sentiment de soutien à la Palestine. Après, je voulais vous parler d'un article et d'une devise à 3 mots. L'article, c'est l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1948 et avant, en 1789. Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Libre, égaux, fraternité, et bien sûr c'est la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Dans ce moment que l'on vit ici entre nous et dans un monde aux multiples crises, la fraternité peut être une boussole, simple, vieille comme le monde, et c'est elle qui a fait le monde. On est ensemble, frères, sœurs de manifestation et de rassemblement, ensemble et pourtant différents, hommes, femmes, jeunes, vieux, de couleurs différentes, croyants ou athées, de classes sociales différentes, de lieux de naissance différents, on est tous ensemble. Ce qui nous réunit est supérieur à ce qui nous sépare, le cessez-le-feu immédiat d'une guerre impitoyable et ignoble. Et la fraternité, c'est ce qui nous réunit et elle est supérieure à ce qui nous sépare. On est frères, sœurs avec l'autre, avec celui ou celle qui nous ressemble ou qui ne nous ressemble pas parfois, et parfois qu'on n'apprécie pas, et même qui nous a fait du mal. Profitons de cette fraternité de manifestation, de rassemblement, et pensons à la fraternité quand nous allons devoir discuter et trouver des moyens de vivre avec celui ou celle qui n'a pas les mêmes opinions, qu'on n'apprécie pas pour de multiples raisons. Faisons-le ici dans ce rassemblement, ici en France, et bien sûr ailleurs dans cette guerre qui nous touche tous profondément. Alors oui, vive la fraternité. Merci. Comme Annie, je vais dire quelques mots. Je pense que le désespoir engendre le fanatisme. Actuellement, je constate que les médias ne parlent plus des morts palestiniennes, que tout est centré sur la libération éventuelle des otages. Et voilà, c'est regrettable. Autre chose, une analogie qu'on peut faire, je pense les négociations ont eu lieu en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on peut penser à l'ANC, au temps de l'apartheid. Et voilà, c'est pas négligeable. C'est une situation qu'ils ont vécue de manière violente aussi en Afrique du Sud, et on peut faire le parallèle quand même quelque part. Aujourd'hui, j'aimerais dire un mot à tous les enfants à Gaza, à tous les Gazaouis, à tous les Palestiniens du monde entier. Je suis désolée au nom de la France, je suis désolée au nom de tous les pays arabes qui vous ont laissé tomber, nous qui étions tous frères et sœurs, nous qui avons longtemps toujours appris que c'était notre cause à tous, la cause de la Palestine, la cause de la libération. Ce génocide, il n'a pas commencé il y a un mois, il a commencé il y a 75 ans, en 1948. C'est un génocide qui a longtemps, et un apartheid qui a longtemps causé du tort aux Palestiniens. Beaucoup trop de sang a coulé pour que la France reste encore silencieuse. Nous sommes le pays du droit de l'homme, le droit des citoyens. Quand je suis venue en France, quand j'ai fui la guerre ici, je pensais trouver un pays de la liberté, un pays des droits de l'homme, un pays qui considère chaque vie égale. Je n'aurais jamais su que je trouverais du racisme. Je n'aurais jamais su que ma vie à moi, que ma vie de mes frères et sœurs palestiniennes, que la vie des enfants de 1 an, de 5 ans, c'est le mode des enfants qui ont de l'âge des enfants qui a été le plus tué, c'est le mode, c'est le nombre de l'âge qui a été le plus tué et massacré pendant ce génocide à Gaza, c'est 5 ans, c'est vérifiable, c'est un journal norvégien qui a publié cette information. Aujourd'hui, on est en France et on laisse des enfants de 5 ans, de 1 an se faire amputer jusqu'à ce qu'on puisse apercevoir les os sous leur chair, jusqu'à ce que leur chair fonde. On laisse des enfants se faire bombarder au phosphore blanc. C'est inadmissible. C'est inadmissible qu'aujourd'hui, en 2023, on laisse des enfants mourir, des enfants se faire massacrer, des enfants en France. En France, la vie d'un enfant ukrainien blond aux yeux bleus vaut plus
que le Gazaoui, qui a la même couleur de peau, qui est blanc, qui est chrétien. Israël ne tue pas seulement les musulmans, elle tue les chrétiens qui sont présents en France. La Palestine est la terre de Jésus. La Palestine, à Gaza, ils ont bombardé l'une des plus vieilles églises du monde. Je suis désolée pour tous les enfants gazaouis. Je suis désolée qu'en France, on se réveille en ayant un toit sous nos têtes, on puisse se protéger contre la pluie, parce qu'aujourd'hui, l'hiver a commencé et que les enfants dorment dans des tentes inondés de la pluie, ils n'ont même pas de couverture pour se protéger. Aujourd'hui, les enfants meurent de froid. Aujourd'hui, un bébé de 8 mois peut mourir d'hypothermie parce qu'un dirigeant a décidé qu'il voulait voler sa terre en s'appuyant sur des textes religieux qui datent d'il y a 4000 ans. Aujourd'hui, on peut pas laisser, en étant humain, des enfants mourir. Aujourd'hui, M. Macron ferme les yeux au massacre d'enfants aussi petits que cette petite fille-là. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont la chance en France de se réveiller et de pouvoir serrer leurs enfants dans leurs bras sans craindre que demain, ils vont le retrouver défiguré. Il y a un père qui a retrouvé le corps de son fils sans sa tête, et ces gens-là, ils ont toujours le courage de continuer à se battre pour leur terre. On devrait prendre exemple sur eux, on devrait se battre pour eux. Aujourd'hui, on ne peut pas se taire face à ça. On ne devrait pas seulement demander un cessez-le-feu, on devrait demander la libération totale de ces gens, parce que en Cisjordanie, le Hamas n'est pas présent, mais pourtant aujourd'hui, Israël profite du massacre à Gaza, de ce génocide impitoyable, pour occuper encore plus de terres en Cisjordanie, pour agresser encore plus de gens et pour voler encore plus de terres. Les prisonniers qu'ils ont dit qu'ils libéraient ne sont pas prisonniers, pour la plupart c'est des otages. Ils sont dans des prisons administratives. Ils n'ont même pas eu le droit à des procès pour la plupart. Beaucoup sont des enfants de 7 ans, de 14 ans, des enfants enfermés dans des prisons. Vous vous rendez compte, imaginez votre fils dans une prison juste parce qu'il a osé exister et naître en Palestine et défendre sa terre, juste parce qu'il a osé brandir son drapeau haut et fort avec fierté. Aujourd'hui, les journalistes risquent leur vie pour montrer leur souffrance au monde. Aujourd'hui, les journalistes palestiniens, Montaz Aziza ou encore Plestia, que vous pouvez tous retrouver sur les réseaux sociaux, ils montrent des images réelles, des vraies photos qu'on a eues en noir et blanc pendant la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, on les a en couleur, avec des appareils photo professionnels, et aucun média français ne se digne de reporter ces images-là. Aucun média ne parle de ces morts d'enfants. Ils justifient tous. Il y a une dame qui est passée à la télé en France et qui a dit qu'un enfant qui meurt pour crime contre l'humanité vaut plus qu'un enfant gazaoui qui meurt à Gaza, qui n'a rien demandé. Est-ce que des enfants qui n'ont plus d'incubateur, qui n'ont plus d'oxygène parce qu'il n'y a plus d'électricité, des prématurés qui n'ont même pas pu finir 9 mois dans le ventre de leur mère méritent de mourir? Est-ce qu'ils méritent de mourir, eux? Est-ce que ma vie à moi, elle vaut plus qu'une fille de mon âge, qu'une fille de 20 ans qui a des rêves, qui voulait devenir médecin, avocate? Eux tous avaient des rêves, mais ils ne pouvaient même pas sortir de l'enclave. Il y a un mur qui entoure Gaza, c'est un camp de concentration à ciel ouvert. Et je ne pèse pas mes mots parce que c'est vrai. C'est entouré par des barbelés, des checkpoints, un mur de Berlin des jours modernes. Mais où est passé tous? Où sont passées toutes les commémorations qu'on a fait au nom de la Seconde Guerre mondiale, quand on a dit plus jamais, c'est plus jamais pour tout le monde et toutes les couleurs de peau et toutes les religions? Aujourd'hui, on laisse des enfants mourir juste parce qu'ils sont arabes et qu'ils ont osé naître palestiniens et revendiquer leur identité. C'est inadmissible. La France doit prendre des actions, et pas seulement par les mots, mais aussi par les sanctions économiques et par la force. Bravo! Bravo! Israélienne. Après 1 mois et demi de bombardements intensifs qui ont coûté la vie à 14 000 Gazaouis, dont 5 500 enfants, un premier accord a prétendument été trouvé pour la libération d'otages. 50 personnes israéliennes enlevées le 7 octobre par le Hamas seraient libérées en échange de la libération par Israël de 150 femmes et enfants palestiniens, ainsi qu'une trêve humanitaire. Ces dernières semaines, il n'a été question que de ça. La retenue d'otages israéliens a été présentée comme une horreur absolue qui justifiait le déluge de bombes sur Gaza. Mais avec cet accord, certains médias risquent de découvrir que des enfants palestiniens sont enlevés et arbitrairement enfermés par l'armée israélienne en bien plus grand nombre. En effet, Israël détient plus de 6 700 prisonniers palestiniens,
dont 2000 en détention administrative, comme ça vient d'être évoqué précédemment. Autrement dit, sans aucun droit, sans accès au dossier d'inculpation ni possibilité de se défendre. Ces détenus subissent des violences et des humiliations quotidiennes. Parmi ces prisonniers, on estime que 200 sont mineurs. Israël juge 700 mineurs palestiniens chaque année devant des tribunaux militaires. Plus de 12 000 mineurs ont été enfermés par Israël depuis 20 ans. La loi militaire israélienne rend responsable pénalement un enfant à partir de 12 ans. Il y a donc des dizaines d'enfants de 12, 13 et 14 ans enfermés quasiment sans aucun droit dans les geôles coloniales. 97% sont privés d'avocats. 88% des familles ne sont pas informées de leur arrestation et 99% des mineurs plaident coupables sous la pression selon la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. Ces enfants, comme les autres détenus, subissent des tortures psychologiques et des punitions collectives, privation de sommeil, obligation de rester ligoté dans une position volontairement dégradante ou douloureuse, privation d'eau, de nourriture ou d'accès aux toilettes. Selon l'Organisation mondiale contre la torture, des enfants palestiniens sont encore soumis à des actes de torture et autres mauvais traitements dans les centres de détention en Israël. En 2015, le Comité international de la Croix-Rouge évaluait à 850 000 le nombre de Palestiniens ayant été plus ou moins longtemps détenus par les forces israéliennes depuis 1967. Ce chiffre représente presque un quart de la population de la Palestine occupée. Ces prises d'otages de masse ont lieu depuis des décennies et l'échange de prisonniers est l'unique moyen de les libérer. Selon Amnesty International, la situation s'est aggravée ces dernières semaines en Cisjordanie. Les autorités israéliennes, ça c'est Amnesty qui parle, les autorités israéliennes ont considérablement accru le recours à la détention administrative, ont favorisé les traitements inhumains et dégradants des détenus et n'ont mené aucune enquête sur les cas de torture et les morts en détention au cours des 4 dernières semaines, écrit Amnesty le 8 novembre. En effet, de nombreuses vidéos montrent des détenus palestiniens totalement nus, couverts de bleu, de plaies, entassés par terre et attachés. Des soldats israéliens ont même diffusé des vidéos où on les voit en train d'humilier les prisonniers. Ainsi, les otages ne sont pas que d'un côté. Il y a bien des captures réciproques. On ne peut comprendre l'enlèvement des 200 otages israéliens sans parler des milliers de prisonniers palestiniens gardés par l'État colonial qui pratiquent des prises d'otages de masse en toute impunité et depuis des décennies. Merci Norbert. C'est bien. Je crois que Je préfère pas être filmée. Ah, d'accord. Je vais vous demander gentiment de ne pas forcément me filmer. Alors, je me présente, je m'appelle Sacha, je suis palestinienne. Ben, c'est pour ça que J'ai à Besançon depuis presque 4 ans maintenant. Alors, ma famille, elle a quitté la Palestine en 1948. Et j'étais originaire, ma famille est originaire de Raqqa, je ne sais pas si certains connaissent. Oui. Ça s'appelle Saint-Jean-d'Acre. Pardon. Déjà, je voulais vous remercier d'être tous là, parce que même si ma famille n'est pas gazaouite, Oui, je peux pas la filmer, le combat des Palestiniens est le même, partout. Et forcément, c'est avec beaucoup d'émotion que je viens vous parler ce soir. Ah ben, sans doute. D'abord parce que quand on est palestinien, forcément, Pardon. on est avec un genre de poids, une responsabilité de devoir se battre constamment pour nos droits, pour faire valoir à la fois notre identité, notre culture, mais surtout nos droits fondamentaux en tant qu'être humain. Alors, je suis moitié française, mais cette part palestinienne, elle est grande en moi. Et quand j'entends des récits de mes frères et sœurs en Palestine, quand je vois les images, quand je ressens la souffrance, quand j'entends par exemple ma famille parler, parce que j'ai de la famille qui habite dans la West Bank, donc en Cisjordanie. Cisjordanie qui est aussi touchée par des attaques de l'impact israélien. Et bien forcément, quand on entend tous ces récits, on se sent soi-même concerné et touché. Alors même qu'on n'a rien perdu,
Dieu merci, j'ai encore mes 10 doigts, mes 2 pieds, etc. Mais forcément, quand on voit tous ces récits, on peut que ressentir cette souffrance et se dire à quel point on a peur. On a peur que cela arrive à nous, qu'on vienne un jour nous toucher, simplement parce qu'on est palestinien. Et d'avoir cette peur-là, c'est inadmissible, impensable. Impensable d'être un jour citoyen du monde et d'avoir peur. Et en tant que Française, on devrait se dire que oh, mais de toute façon, un jour, la France, si je suis dans cette situation-là, elle viendra défendre mes droits. Mais qu'est-ce qui me le garantit? Je vous rappelle quand même que, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette journaliste américano-palestinienne, Shireen Abu Akleh. Shireen Abu Akleh, elle était palestinienne et envoyée spéciale du journal Al Jazeera. Elle était à moitié américaine. Et elle a été tuée par un sniper israélien. Et Biden n'a rien fait. Aucune déclaration. Il n'a rien fait. Alors que si on imagine qu'un autre Américain était mort à ce moment-là, une violence institutionnelle, elle touche tous les peuples. Et c'est pour ça qu'il faut se battre contre ça. Et ce qui se passe à Gaza, malheureusement, c'est horrible. Mais ça découle des années de violence institutionnelle et même de violence physique, comme on peut la rappeler dans certains discours. Donc, je vais juste finir mon propos en vous remerciant encore une fois de vous mobiliser ce soir, comme tous les derniers samedis, et j'y crois en une paix possible. Merci. Pour les Palestiniens, c'est vraiment quelque chose de cultiver l'espoir. Je voudrais vous lire ces quelques lignes de Mahmoud Darwich, un poète palestinien. Mais nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros ni victimes. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un enfant, à un bébé vivant dans un hôpital, et pas à un enfant mort devant un poste de contrôle militaire. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom original, terre d'amour et de paix. Merci de porter avec nous le fardeau de cet espoir. C'était il y a 20, 30 ans. Quand le monde entendra-t-il que la Palestine veut vivre libre, que les Palestiniens veulent vivre libres et en paix sur leur terre? Merci. Bravo. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais partager quelque chose avec vous. Quand j'étais enfant, ma mère vivait loin de moi. La nuit, je regardais le plafond. J'attendais l'ombre d'une voiture pour me tenir compagnie. Je me demande ce qui tient compagnie aux enfants en Palestine la nuit. Je demande, toi aussi, tu attends l'ombre d'une voiture? Il dit, tous les voisins dorment ici, avec moi. Je dis, dans ton lit? Il dit, ce pays, c'est mon lit. Quel que soit
soit l'endroit où je pose ma tête. Je dis, tu dois aimer regarder le ciel. Il dit, ne prononce pas son nom à voix haute. La mort vient du ciel. Je dis, comment tu t'appelles? Il dit, Ahmad, le capitaine. Je dis, tu joues au foot, Ahmad? Il dit, je voulais devenir pilote, mais j'ai perdu mon père quand j'étais au lycée. Et j'ai appris depuis que la nourriture est plus importante que les rêves. Je dis, au lycée? Mais quel âge as-tu? Il dit, 2 massacres et demi. Je dis, tu n'es plus un enfant, Ahmad? Il dit, non. J'avais pas remarqué tous ces poils sur mes bras avant, c'est drôle. Je dis, tu as déjà tombé amoureux? Il dit, de la plus belle personne au monde. Je dis, quel effet ça fait? Il dit, c'est comme de tomber dans un grand sac de coton moelleux encore et encore. Je dis, elle est où? Il dit, je la garde dans ma poche. Je dis, montre-moi. Il extrait une poignée de terre de chacune des poches de son pantalon et dit, celle-ci est ma mère et celle-ci est mon amour. Je dis, comment tu fais pour les différencier? Il dit, l'une a l'odeur d'un matin calme et l'autre est comme un rayon de soleil en janvier. Je dis, tu as peur de mourir, Ahmad? Il dit, mourir, c'est comme dormir. Il dit, dormir, mais son... Il dit, dormir, mais sans l'inconfort du sol froid et dur contre la peau. Dormir, mais sans qu'aucun cri ne te réveille. Dormir avec un ultime sourire sur le visage. Il dit, tu as raison, en fait, j'aime bien regarder le ciel. J'ai dit, on regardera le ciel ensemble un jour. Pas vrai? Ahmad? Ahmad? Tu dors? Bravo. Bravo, vraiment. Merci. Merci. Bonsoir. Je pense que ce soir, nous avons affaire quand même à pas mal de choses qui se sont découlées sur ce monde. Comment dire? On voit des massacres, on voit... En fait, ce qu'on voit, c'est quelque chose qui revient. La peste brune. La peste brune d'un côté, la peste brune qui vient d'un peuple qui normalement n'aurait pas dû revenir, quoi. Nous voyons les bruits des bottes, nous les entendons, elles arrivent avec le RN, avec la reconquête. Et donc, en fait, ces gens-là ne sont plus des humains. Il faut voir, et il faut comprendre que nous sommes tous unis comme des unis. Et c'est terrible, en fait, ce qui se passe à l'heure actuelle. Il faut pouvoir enfin, comment dire, excusez-moi. Il faut se rassembler encore plus, quoi, par rapport à tous nous. En fait, les gens, les personnes, les politiques sont en train de nous diviser d'une façon ou d'une autre. Le relent, quoi, de fascisme, de nazisme, qui est là à nos portes, quoi, en fait. Il nous faut les combattre. J'ignore comment les combattre. Avec les câbles, avec l'électricité, tout ça. Empêcher... Excusez-moi, c'est terminé. Merci d'avoir dit ça parce que je pensais à ça. Joe. Bon. Je ne l'appelle pas. Bah oui. Qu'on sache pas. Oui.
veux dire, surtout... Non, mais il n'a pas pensé. Faut pas que tu l'appelles par son prénom. Bon, bah écoutez, disons que le micro est là encore pour quelques instants. Hein, n'hésitez pas à venir le chercher. Et puis... C'est très grave ce qui se passe. Zemmour et Le Pen, là, ils se sont... Beaucoup de choses ont été dites. Hein. Il y a encore tellement de choses à dire. N'hésitez pas. On pourrait faire une minute de silence pour les morts, non? Norbert, on pourrait faire une minute de silence pour les morts. Remarque, tu parles pas. Remarque, voilà ce que j'ai à dire. C'est joli ce qu'elle a fait la jeune femme, hein. C'est magnifique. Oui. Oh, oui. Donc le prochain rendez-vous sera communiqué à l'issue de la réunion du collectif qui aura lieu en début de semaine prochaine. Je pense que de toute façon c'est en lien avec ce qui se passe au niveau national, quoi qu'il en soit. Hein. Donc soyez vigilants, on fera passer toutes les infos, quoi qu'il en soit. Et la réunion du collectif aura lieu lundi ou mardi, un truc comme ça. Non, c'est parce que les gens ne peuvent pas venir, des enfants. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Pour tous la liberté, de vivre comme on a envie. Aussi l'égalité, non ce n'est pas une utopie. De la fraternité, belle idée qui nous réunit. Suffit de se parler, de s'écouter. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Toujours la liberté, à protéger comme un trésor. Encore l'égalité, il reste à faire quelques efforts. C'est la fraternité qui nous rassemble et rend plus forts. Pour inventer l'avenir et chanter.